matin de si bonne heure pour ce workshop. Du coup, je me présente, Pierre-Nicolas Tiffreau, je suis cofondateur et CTO de la startup Pixelia. Donc, on est une startup toulousaine spécialisée en intelligence artificielle. Et ce qu'on fait, c'est qu'on développe en fait des outils qui permettent aux entreprises de, donc développer leur modèle d'intelligence artificielle, mais aussi de les mettre en production, ce qui est quand même une partie importante et qui va faire qu'après vous pourrez en fait utiliser un modèle d'IA dans la vraie vie. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un minimum le machine learning, l'intelligence artificielle ici, qui ont déjà entendu parler, qui savent un peu ce que c'est? Ok, on a quelques personnes, super. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, donc c'est un sujet assez avancé. C'est donc comme je vous disais, en fait, aujourd'hui, les entreprises, donc depuis quelques années, les entreprises qui font de l'IA, elles développent des prototypes plus ou moins fonctionnels. Voilà, donc on a des data scientists qui travaillent sur des modèles issus de la recherche pour faire de la reconnaissance d'image, du traitement du langage naturel, ce genre de choses. Le problème, c'est que toutes ces entreprises, ensuite, il faut qu'elles déploient ce qu'on appelle déployer, donc mettre en production en fait le modèle. Et c'est une discipline qui demande des outils particuliers. C'est une tâche qui est assez compliquée. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est justement une fois qu'on a un modèle d'IA entraîné avec lequel on est relativement satisfait, comment est-ce qu'on le met en production. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous passe un peu les détails, mais en fait, voilà, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, ces dernières années, on n'était plus sur du prototypage en IA, mis à part pour les grosses entreprises, bien sûr, Facebook, Apple, Netflix, etc., en tout cas en France. On n'était plus sur des prototypes, sauf que c'est que la première étape du projet. Et donc aujourd'hui, on va voir un peu les différents outils, les différentes méthodes qui permettent justement de passer des modèles d'IA en production. Ce qu'on appelle en fait, c'est une discipline qui s'appelle le MLOps pour Machine Learning Operations. Normalement, je devais vous faire un petit hands-on à la fin, donc un cas pratique sur un cas de computer vision. Du coup, je pourrais pas le faire parce que j'ai pas les supports, mais on verra quand même tous les outils dans les slides. Je me suis déjà présenté, donc ça c'est bon. Donc la première chose qu'on va voir un peu, c'est déjà le cycle de vie de l'intelligence artificielle. Donc pour ceux qui le connaissent, ça fera un petit rappel, et pour les autres, vous verrez comme c'est un peu toutes les différentes étapes qui sont en fait essentielles au développement d'un algo d'IA. Je vous expliquerai ensuite ce que c'est que ce qu'on appelle l'IA data-centric, donc en opposition à model-centric. Vous verrez un peu ce que c'est tout à l'heure. Et ensuite, on commencera donc vraiment le cœur de la présentation sur qu'est-ce que c'est que le MLOps, les différents niveaux en fait de maturité, donc ce qui définit en fait les niveaux de maturité en IA des entreprises aujourd'hui. Et à la fin, on fera un peu une liste des différents outils à utiliser, donc qui peuvent être open source ou non, pour justement atteindre ces différents niveaux de maturité. Donc pour ce qui est du cycle de vie de l'IA, donc en fait, on a vraiment trois composantes importantes des projets. On a d'abord la donnée. Donc vous savez qu'il ne peut pas y avoir d'intelligence artificielle ou même d'algorithmie si on n'a pas, en tout cas pour les algorithmes supervisés, si on n'a pas de données pour les entraîner. On a la partie data science, donc qui va en fait être le code. Donc c'est là où en fait les data scientists vont travailler dans des notebooks, souvent en Python, en R, en Julia, bon bref, dans les langages de la data science pour développer les modèles. Et ensuite, on va avoir une partie en fait qui est très liée à l'IT ou au DevOps pour ceux qui ça parle plus, qui va en fait gérer toutes les opérations. Donc comment est-ce que je passe du code, comment est-ce que je le déploie sur des instances, comment est-ce qu'ensuite mon modèle je vais le mettre en production, je vais pouvoir utiliser des API pour l'utiliser, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à maintenant, on avait une approche en fait donc, on va reprendre du début. Un système d'IA, c'est vraiment donc ce que je disais du code, c'est-à-dire le modèle, ce que va faire le data scientist, et de la donnée sur laquelle il était entraîné. Jusque-là, tout va bien. Jusqu'à maintenant, c'était vraiment un domaine qui était poussé par la recherche, donc par les gros labos de recherche, que ce soit Facebook, Google, etc. Si vous avez déjà essayé de créer vos propres modèles d'IA, c'était généralement à base de ce qu'on appelle des modèles pré-entraînés, des architectures qui étaient mises à disposition par les grands labos de recherche. Et en fait, la façon qu'on avait de développer et qui marchait relativement bien, c'était on allait entraîner une première fois un modèle qui allait nous donner des performances, et on allait ensuite itérer sur ce modèle et ses paramètres pour augmenter les performances du modèle. Donc gagner par exemple des points des pourcentages de confiance, de précision, etc. C'était une époque qui était super cool parce que voilà, quand on était data scientist, en fait, on travaillait sur le modèle, on avait vraiment l'impression d'appliquer la science qu'on connaissait avec donc c'est des trucs un peu mathématiques et tout, et c'était vraiment sympa. Généralement, la collecte des données, c'est quelque chose qu'on faisait en one shot, donc on le faisait en début de projet. On avait un set de données qui était fixe et ensuite on allait justement itérer sur notre modèle, c'est ce que je vous disais. Quand on déployait, si on déployait, c'est généralement à petite échelle, c'est-à-dire que voilà, vous allez faire des petits serveurs, donc il n'y avait jamais en fait des énormes déploiements comme on pourrait le faire aujourd'hui en software par exemple.
Et toutes les étapes étaient manuelles. Donc en fait, que ce soit de la data analyse, donc en fait, il y avait une équipe qui allait travailler là-dessus, ensuite on avait le data scientist qui allait travailler dans son coin sur le code, ensuite qui allait donner peut-être son code, ses repos Git, etc. à la partie data engineer, IT pour tout opérer. Et aussi du coup tout ce qui était le déploiement, enfin qui était fait manuellement. Donc on allait copier-coller les fichiers sur un serveur, etc. Enfin bon, en gros des méthodes pas très avancées. Sauf que maintenant il y a un nouveau courant qui commence à apparaître. Donc avant on était model centric et aujourd'hui on essaye d'être data centric, c'est-à-dire que au lieu d'itérer sur le modèle, parce que ce qu'on appelle en fait l'état de l'art, c'est-à-dire par exemple pour un algorithme qui permet de détecter des gens, aujourd'hui on a des baselines, on sait que certains algos les détectent à 95% de précision, super. On aura du mal à faire mieux nous-mêmes en développement des nouvelles architectures. Donc en fait ce qu'on va plutôt essayer de faire, c'est de se dire on va prendre l'état de l'art, donc on va prendre des modèles qui existent déjà, et on va essayer plutôt d'itérer sur les données au lieu de se batailler avec notre modèle en fait, pour gagner quelques pourcents. Donc on va essayer de collecter des meilleures données, les nettoyer mieux, donc ce qu'on appelle en fait l'annotation, par exemple pour les images, venir entourer les objets qu'on veut détecter après, etc. Parce qu'on cherche toujours à imiter finalement une action humaine. Et en fait, du coup, ça donne des nouveaux paradigmes un peu de la façon dont on développe les IA. Donc déjà, avant, on essayait d'avoir le plus de données possible. On pensait qu'avec le plus de données, en fait, c'est ça qui allait donner de meilleures performances. Aujourd'hui, c'est plus vrai. On s'est rendu compte que même en fait, il y a des énormes bases de données aujourd'hui publiques sur lesquelles justement les modèles état de l'art ont été entraînés, qui contiennent par exemple pour les bases de données d'images, qui contiennent des millions d'images. Et tous les papiers de recherche sont évalués sur ces bases de données, ces datasets. Et en fait, on s'est rendu compte que tous ces datasets qui servaient à évaluer les modèles et qui servaient dans les papiers de recherche à dire regardez, nous on a fait telle performance qui est mieux qu'avant, on s'est rendu compte qu'il y avait environ 3,4% en moyenne d'erreurs rien que dans ces datasets, ce qui est du coup énorme et ce qui veut dire qu'il y a vraiment moyen déjà d'améliorer la donnée avant de chercher à améliorer les modèles. Et ensuite, voilà, donc ça pour ceux qui sont un peu familiers et qui voient ce que c'est du coup que la notation d'image, enfin que la notation de données, ce que j'expliquais avant, comme venir imiter l'action humaine en fait sur les images. Généralement, comme on travaille avec des grosses bases de données, il faut le faire à plusieurs et c'est assez compliqué de manager des équipes qui font ça pour qu'elles le fassent correctement. Le problème, c'est que l'approche, ce qu'on appelle data-centric, pour arriver à la mettre en place comme il faut parvenir à automatiser toutes les autres étapes. Donc ce que je présentais avant, en fait, les étapes manuelles, que ce soit de développement, de déploiement, d'évaluation, de réentraînement, etc., des algos. Il faut avoir automatisé tout ça. C'est du dev pur et dur, c'est du software, on n'invente rien. Mais il faut arriver à le faire pour pouvoir se concentrer justement sur cette partie data. Ce qui nous amène du coup au sujet du jour qui est le MLOps. Le MLOps, c'est vraiment toute cette discipline, donc ce que je disais, Machine Learning Operations, c'est vraiment toute cette discipline qui va consister à automatiser autant qu'on peut tout le cycle de vie de l'IA. Donc en fait, que ce soit de la gestion de la base de données jusqu'au développement du code, au déploiement du modèle. Et en fait, une fois que vous avez déployé, vous allez récupérer de la nouvelle donnée qui vient du coup du vrai monde. Donc on va faire ce qu'on appelle de l'inférence. Vous allez récupérer de la nouvelle donnée. Cette donnée, il faut la nettoyer. Ensuite, il faut automatiquement réentraîner vos modèles, automatiquement les redéployer. Si vous êtes des devs, donc ce qu'on appelle un peu le CICD pour le software development, en fait, on va essayer d'adopter les mêmes principes donc du DevOps, mais version IA. Globalement, on s'est rendu compte qu'il y avait des niveaux de maturité en MLOps qui sont au nombre de 3 à nos entreprises. Donc le niveau 0, c'est ce que je présentais avant. Donc en fait, on fait tout à la main, chaque itération, on fait des petits déploiements. Bon, c'est vraiment la première étape, c'est le début des projets. Ensuite, on va avoir le premier niveau qui commence à être un peu plus intéressant. C'est voilà ce que je disais. On a de la donnée qui arrive en continu, on a mis en production. Comment est-ce qu'on on réentraîne nos modèles et après on va venir faire quelques étapes manuelles quand même pour valider certaines choses, etc. Mais on a déjà quand même une première boucle qui est faite automatiquement, qui nous permet de mieux manager nos ressources, que ce soit de compute, etc. Et enfin, le dernier niveau, donc là, en gros, il y a très peu d'entreprises qui sont arrivées jusque-là dans le monde et qui le font vraiment bien. Mais là, on a vraiment un niveau donc quasiment le même niveau que le DevOps en fait, mais pour l'IA. Donc on va faire vraiment du CICD et on va pouvoir se concentrer, vu qu'on a tout automatisé sur créer des nouveaux modèles, augmenter ses bases de données et du coup vraiment essayer de devenir data-centric et arriver à aller aussi loin qu'on veut en IA. Petit disclaimer, du coup, qu'est-ce que n'est pas le MLOps pour ceux qui ont déjà fait de l'IA, donc souvent quand vous développez un modèle, vous allez travailler dans ce qu'on appelle des notebooks. Donc au lieu que ce soit des scripts Python, en fait, là c'est des trucs par cellule que vous pouvez exécuter, sauf que c'est très bien pour un peu faire de la recherche, etc. Mais derrière, c'est
impossible à mettre en prod, c'est pas du tout efficace en termes de gestion de la mémoire, de méthode de travail. Donc déjà, l'idée d'essayer de mettre donc, des notebooks Jupyter, c'est le nom du soft, en production, c'est pas du MLOps, juste d'arriver à faire ça. Le deuxième point, c'est que si on fait pas de monitoring, on peut pas vraiment dire qu'on fait du MLOps. Donc par exemple, le monitoring, c'est par exemple, je vais mettre en place un outil qui me permet donc de mesurer comment se comporte mon modèle, mais derrière, si j'en fais rien, ça me sert à rien. Donc en fait, il faut aussi être assez mature sur la façon dont on va surveiller l'état de vie de ces modèles en production et comment est-ce qu'on va décider de quand est-ce qu'il faut réentraîner, collecter de nouvelles data, etc. Nous commençons par le niveau 0. Donc ce que je disais, donc voilà, on a une exécution vraiment manuelle à toutes les étapes donc de la création du modèle, donc que ce soit pour le data scientist dans ses notebooks Jupyter. Ensuite, donc il va mettre son code dans un script qui sera copié-collé, donc peut-être par un repo Git ou j'en sais rien, sur une autre machine où on aura un petit serveur qui pourra justement servir notre modèle. Il y a une complète, et c'est aussi ça le problème, c'est que l'IA c'est quelque chose qui est pluridisciplinaire. Donc on a les data scientists, on a les data engineers qui sont plus proches de l'IT, qui vont aussi s'occuper de gérer les données, etc., tout ce qui va être ingestion. Mais surtout on va avoir, faut pas oublier que si on fait de l'IA, ok c'est cool, c'est de l'innovation, c'est de la recherche, mais c'est aussi pour répondre à un besoin business. C'est-à-dire qu'on va essayer d'optimiser, d'améliorer une partie soit d'un service qu'on vend, soit d'un service interne de l'entreprise. Et généralement, donc les data scientists ne sont pas forcément autant au courant de ce qui se passe dans le business, etc. Donc en fait, ils ont du mal à apporter de la valeur, même s'ils ont des modèles qui marchent. Et les parties business ont du mal à formuler ce qu'ils veulent vraiment et ce que peut faire l'IA. Donc ça, c'est assez compliqué. Généralement, quand on est au niveau 0, on sort des nouveaux modèles quand on peut et pas quand on devrait. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on va avoir un modèle, on va se dire ah tiens, ça fait longtemps, en fait, on a 1 million d'images, 1 million de prédictions qui ont été faites, il serait peut-être temps de les réentraîner. Sauf que du coup, il y a eu peut-être plein de choses qui ont pu changer, soit dans le vrai monde, soit sur notre modèle, etc. entre-temps. Et donc là, on va un peu récupérer nos données, plus ou moins bien, on va essayer de réentraîner, on va redéployer, mais c'est pas forcément corrélé à des événements extérieurs. Si on va le faire quand on peut, quand on y pense, bon, c'est pas dingue. Bon, pas d'intégration continue, les tests, vous oubliez, généralement, c'est assez, je ne vais pas dire compliqué, mais ça demande des méthodes particulières, c'est pas comme des tests unitaires en software classique, donc généralement les scripts de ML sont très peu testés. Déploiement continu, on n'y pense pas parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de déployer régulièrement, on a des petites échelles. Et on monitor que dalle, si ce n'est en fait que notre modèle est bien vivant globalement, donc comme si votre serveur était toujours up, c'est globalement le seul truc qu'on va vérifier. Le problème de ce niveau-là, qui est quand même la majorité des entreprises, genre 80%, c'est qu'on a un système d'IA qui s'adapte pas du tout au vrai monde. C'est-à-dire que si on prend par exemple l'exemple du Covid, si on avait par exemple des caméras qui étaient habituées à détecter les personnes dans la rue ou les visages ou j'en sais rien, sans parler de surveillance ou quoi, et que demain tout le monde se met à porter des masques, mais en fait nos algos ils vont plus rien faire. Et si on est à ce stade-là, en fait le système va pas du tout s'adapter, donc on va perdre des jours voire des semaines à itérer sur notre modèle pour qu'il soit de nouveau performant dans les nouvelles conditions. Et en plus, c'est assez rare que les modèles tiennent vraiment sur la durée. Moi, j'y reviendrai un peu plus tard. Tout ce gros schéma pour dire que, donc en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les trois grosses parties majeures. Donc on va avoir la donnée, le code et l'IT, les operations, les automations, etc. En MLOps, donc on va avoir en fait toute la chaîne, c'est le life cycle que je vous montrais tout à l'heure. Et en fait, la différence, c'est qu'on va avoir donc des parties qui sont vraiment transverses, qui vont être du coup la consistance de la donnée, donc c'est-à-dire l'ajout de nouvelles données et s'assurer que elles vont vraiment servir à développer de nouveaux modèles meilleurs après. Et aussi, du coup, l'intégration avec vraiment des automations de partout et qui sont du coup transverses pour toutes les étapes, quoi. Donc de la collection de la donnée jusqu'au déploiement qui est la dernière étape. Donc maintenant qu'on était au niveau 0, c'était super, on avait fait nos premiers modèles. Maintenant on va passer au niveau 1. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec l'IA, par rapport à un software, donc quand vous allez faire un projet de dev classique, vous allez avoir une tâche A, vous allez faire un code qui le fait plus ou moins bien, et ensuite vous allez éventuellement itérer sur la qualité du code, et vous allez le mettre en production, pas forcément y retoucher, et ça marchera très bien.
L'IA, c'est assez exploratoire. On ne sait jamais jusqu'où on va pouvoir aller en termes de performance. Il y a énormément de choses à tester. Donc, il y a toute une partie expérimentation qui est très longue. C'est le boulot des data scientists, hein, en fait, pour essayer plusieurs modèles, essayer différents types de données, essayer d'améliorer les paramètres, etc. Toute cette partie-là, avant, ce que je disais, elle était faite manuellement. Des fois, on va lancer plusieurs milliers d'expériences avant d'arriver à un modèle qui nous correspond. Plusieurs milliers d'expériences, ça correspond à des semaines d'entraînement de modèles, ça correspond à du coup plusieurs semaines aussi pour le data scientist de hard-coder, en fait, voilà, des tests, je vais tester tel paramètre, maintenant je vais tester tel paramètre, j'attends 4 heures, voir les résultats de mon modèle, etc. Donc, vous comprendrez que la méthode n'est pas incroyable. Quand on est au niveau 1, globalement, tout ça, c'est automatisé. Par exemple, nous, ce qu'on fait à Pixelia, c'est qu'effectivement, en fait, on permet de lancer ces 1000-2000 expériences complètement en parallèle sur des serveurs qui sont équipés de GPU, donc pour accélérer justement la compute, quoi. Et en fait, complètement libérer le data scientist de voilà, faire les choses à la main et vraiment automatiser cette partie. Et on a en fait le plus important, ce qu'on appelle le continuous training, l'entraînement continu. Donc en fait, le modèle, donc on va avoir, il va ingérer des nouvelles données parce que maintenant il est utilisé dans le vrai monde. Ces nouvelles données, elles vont juste être validées par les équipes data, les experts métiers, les personnes qui connaissent les données. Et le modèle sera automatiquement réentraîné. Donc voilà, je vous parlais d'automation juste avant. Ça, c'est vraiment la plus grosse étape de ce niveau 1. Un truc aussi qui est important, du coup, alors je sais que comment dire, ça implique plein de nouvelles notions, etc. Mais quand vous allez faire des expériences au début, donc la partie dev, donc vous avez un pipeline, c'est-à-dire vous allez récupérer vos données à tel endroit, dans telle base de données, les faire passer dans votre modèle, entraîner et afficher des résultats. Généralement, l'environnement de production va être différent parce que votre code ne va pas être packagé pareil. Potentiellement, votre base de données de prod, elle peut changer. Il y a des nouvelles colonnes, des nouvelles tables qui peuvent arriver. Imaginons que vous utilisiez des caméras, peut-être qu'en fait le format des images va changer. Donc, peut-être que vous aurez des différences entre l'environnement de production et l'environnement de dev. Ce qui était un gros problème en fait avant. Et au niveau 1, globalement, vous avez développé les choses de manière à avoir les mêmes pipelines dans les deux sens. Au moins, vous êtes sûr que quand le dev est à peu près sûr et certain que le modèle marche et que le pipeline marche, en production, il y a de grandes chances quand même que ça marche exactement pareil. On a du coup des components, donc en fait tous les composants qui vont permettre soit de déployer le modèle, soit de le réentraîner, etc., qui vont être conteneurisés. Donc en fait on va avoir très peu de changements qui vont être faits de manière aléatoire. On sait à peu près qu'on travaille et donc voilà, on a vraiment des composants qui sont réutilisables par n'importe qui dans l'entreprise. On arrive à faire donc du continuous delivery, donc c'est-à-dire le serveur qui va servir pour justement déployer notre modèle, on va pouvoir lui envoyer automatiquement les fichiers parce qu'on va se servir d'outils dans le cloud ou sur nos propres serveurs qui vont du coup à chaque fois update les fichiers comme il faut. Et du coup, la difficulté en fait de ce niveau 1, c'est que là maintenant, au lieu d'avoir juste à maintenir un modèle, donc on avait un serveur avec une API, maintenant c'est tout ce pipeline, tout ce qu'on a automatisé qu'il faut pouvoir tester, vérifier que ça marche, et ce qui rend du coup la chose un peu plus compliquée et qui, là, vous comprenez bien que ça dépend plus de l'équipe data potentiellement. Donc c'est soit on va essayer de l'automatiser avec des outils, nous c'est ce qu'on essaye de faire, soit on va avoir des gens dédiés dans l'entreprise qui ne s'occupent pas forcément de la partie modèle, etc., qui sont plus du coup soit dans l'IT, soit des devs, qui vont s'occuper de cette partie-là. Le gros avantage donc, du niveau 1 quand on y est, ce qui représente en fait déjà des énormes améliorations par rapport à beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, c'est qu'on a un système qui s'adapte en temps réel aux nouvelles conditions. Donc si je reprends mon exemple du Covid avec la détection de visage tout à l'heure avec les masques, en fait là il ne faudrait plus que quelques heures, voire quelques jours, suivant la fréquence d'arrivée des nouvelles données, pour que notre système s'adapte justement à ces nouvelles conditions. Et enfin on a le niveau 2. Donc, ce que je disais, le niveau 2, donc, il apporte peu de nouvelles choses en fait, par rapport au niveau 1, mais c'est des choses qui sont beaucoup plus complexes et qui fait qu'en fait, là, on se tourne vraiment vers quelque chose qui est très DevOps. Mais maintenant, ce qu'on peut faire, c'est développer en fait, plusieurs modèles en même temps, où on va arriver à chaque fois à avoir, au lieu de sortir un modèle en production qu'on va mettre dans un pipeline, maintenant, c'est tout le déploiement du pipeline qu'on va automatiser. Donc, en fait, on va pouvoir en automatiser la mise en production de plusieurs en même temps. On va aussi avoir automatisé tout ce qui va être le build, le test. Donc ce coup-ci, on arrive quand même à tester des choses, etc. C'est un peu plus intéressant de tous nos pipelines et de tous nos modèles. Donc en fait, maintenant, quand on sort quelque chose, on est capable de savoir quand est-ce que ça marche, pourquoi ça marche pas, et si jamais ça marchait pas. Le trigger, donc en fait, ce qui va déclencher
Donc soit le réentraînement de modèle, soit le déploiement de nouveaux pipelines. Ça va être des événements extérieurs, mais comme on monitor, du coup maintenant on sait faire, ça va être des événements extérieurs qui vont être, par exemple, voilà, on va détecter que les données sont plus exactement pareilles que les données d'entraînement, donc on va relancer, on va détecter qu'il y a eu par exemple un jour un afflux de personnes à un endroit, donc ça influe peut-être des changements, donc ça va déclencher le réentraînement de nos modèles, etc. Donc voilà, ce que je disais, tout est monitoré, donc surveillé comme il faut, donc tout ce qui est performance, la santé même du pipeline, on est au courant tout le temps. Et donc les seules étapes manuelles qui restent, c'est ce qu'on appelle donc data and error analysis. C'est comment est-ce que notre modèle se comporte, sur les nouvelles données qui arrivent en fait, par rapport à comment il se comportait au moment où on l'a déployé. Et du coup, c'est ça qui va nous permettre d'analyser les nouvelles données, choisir celles qui sont les plus pertinentes pour y rentraîner. Et ce qui du coup fait que maintenant les data scientists, comme tout le reste automatisé, peuvent être autonomes et se concentrer vraiment sur la donnée et même de nouveaux modèles. Donc à ce stade-là, on est vraiment, ce que je disais avant, data-centric et on n'a plus vraiment à se soucier de tout le reste parce qu'il y a plein de gens qui s'en sont occupés pour nous. Maintenant, ce qu'on va voir, donc pour ceux qui voudraient un peu justement regarder ces outils et savoir un peu comment est-ce qu'on atteint ces niveaux-là, on va regarder un peu comment passer donc, du niveau 0 au niveau 1, donc à travers toutes ces différentes étapes. Donc on va voir le déploiement, qui est quand même la première étape en fait. Si vous ne déployez pas de modèle, globalement le MLOps c'est tout, on s'en fiche un peu. Le monitoring, ce que j'ai appelé XAI, c'est Explainability. C'est en fait des briques qu'on va venir ajouter au milieu. Donc en fait, je mets XAI, donc c'est explainabilité. On va avoir aussi la certificabilité, vérifier en fait que nos modèles n'ont pas forcément de biais et aussi qu'ils peuvent être déployés dans des systèmes critiques. Moi, si demain je dois mettre un modèle dans une fusée ou un avion, je dois avoir un pourcentage d'erreur qui n'est pas à 99%, mais plutôt qui est à 9,0 derrière la virgule. Et donc ça, il y a des outils qui me permettent d'insérer ça en fait dans mes pipelines, même si c'est beaucoup à l'état de la recherche aujourd'hui. La feedback loop, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est le continuous training. C'est voilà, comment est-ce qu'on va actualiser notre modèle automatiquement avec les données du vrai monde pendant qu'elles arrivent. Enfin, pardon. On a la feedback loop qui en fait juste consiste à récupérer déjà les prédictions sur lesquelles nos modèles prédisent quelque chose, et ensuite on a le continuous training qui vient par-dessus. Et après la continuous delivery, donc ça vraiment comment est-ce qu'on récupère nos modèles sur les instances qui vont le servir et comment est-ce qu'on va faire des prédictions dans le futur, quoi. Donc déjà la partie déploiement, donc généralement vous allez avoir donc user client, en fait c'est votre application, ça peut être une application web, ça peut être un petit device qui va être ce qu'on appelle on edge en fait, donc qui va être potentiellement connecté ou déconnecté d'internet mais qui va faire des prédictions donc quelque part, qui va être équipé de GPU lui-même et qui pourra communiquer derrière avec d'autres outils. Et ensuite on va avoir donc le serveur qui va hoster notre modèle, donc qui va communiquer en fait via une API. Qui va communiquer aussi avec le modèle, et généralement ça donc on va essayer de containeriser en fait toute cette partie là. Si on n'a pas cette configuration là, c'est celle que je considère minimale pour prétendre qu'on fait un minimum de MLOps ou qu'au moins on a un système qui est relativement digne de ce nom pour déployer un modèle. Plusieurs options pour déployer un modèle, donc je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé justement d'entraîner un modèle et de le déployer justement sur un petit serveur pour l'utiliser via une API, pour le mettre dans une interface web ou peu importe. Donc on va avoir différents types de choses. Donc on peut utiliser par exemple des petits serveurs en Python, donc type Flask. Soit on a des choses plus avancées, donc pour ceux qui connaissent les gros frameworks qui permettent de développer de l'IA aujourd'hui, on va avoir donc TensorFlow, PyTorch, on va dire les deux majoritaires. Et comme du coup tous les modèles sont développés dans ces frameworks-là, en fait ils ont fait aussi leurs propres outils de serving, donc qui permettent de prendre un modèle, faire en sorte qu'il fasse des prédictions de manière accélérée sur GPU ou sur CPU. Et donc par exemple TensorFlow qui a fait TensorFlow Serving. Et on va avoir aussi d'autres solutions que je vous présenterai. Et après on a des solutions, ce que je disais, on edge. Donc par exemple on a TensorFlow.js qui permet directement de faire tourner des modèles dans le navigateur. Donc du coup c'est votre client maintenant qui va exécuter le compute. Généralement ça prend plus de temps, mais ça demande quelques optimisations. Et TensorFlow Lite qui permet de convertir en fait des modèles, on va dire classiques, dans des versions plus petites qui peuvent tourner sur des devices, sur des appareils qui sont un peu plus légers. Je vous présenterai pas ici les options Edge parce que ça nous intéresse pas forcément, mais par contre je vais vous présenter les options un peu orientées serveur.
Donc ça typiquement c'est le code minimal, donc vous voyez c'est quand même pas très compliqué quoi, pour faire des prédictions avec un modèle d'IA. Donc en fait là ce qui se passe c'est que vous allez comment émettre, enfin afficher une route d'API et quand vous tapez dessus vous pouvez juste charger votre modèle, faire une prédiction, retourner les prédictions format JSON. Voilà, c'est globalement assez simple. Le problème de ça, il y a énormément de tutoriels. En fait, si vous tapez comment déployer un modèle d'IA, c'est souvent sur ce genre de choses que vous allez tomber. Alors, c'est cool, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est pas vraiment la meilleure manière. C'est que déjà, ça mixe la logique entre le développement de nos API, donc c'est-à-dire nous, on va avoir par exemple une route infer, et aussi la logique du modèle. Donc, en fait, ça va être assez dur de savoir lequel marche pas et quand. Euh, Nos routes d'API, elles sont pas forcément consistantes. Enfin, en gros, on va pas toujours avoir justement cette route infer. Peut-être qu'à un moment, elle va changer. Peut-être qu'à un moment, on aura deux modèles sur notre serveur. Donc, en fait, on va rajouter des /v1, /v2. Sauf que ça va pas forcément marcher pareil. Donc, bref, c'est pas top. Et c'est surtout que, comme vous avez votre serveur web qui lui est fait pour en fait recevoir énormément de requêtes à la seconde, donc des fois plusieurs centaines de requêtes pour faire ses prédictions, et le modèle qui tourne au même endroit, c'est une très mauvaise, une très mauvaise utilisation de vos ressources en compute, parce que du coup, vous n'allez pas du tout utiliser le même type de ressources pour hoster un modèle, là où vous avez besoin d'une instance avec beaucoup de CPU, potentiellement un GPU pour accélérer les calculs, alors que votre serveur web, a priori, il lui faut plutôt une grosse bande passante et aussi pas mal de CPU. Donc si vous faites les deux au même endroit, ça ne vous permet pas de dissocier l'usage de compute pour les différentes applications. Donc une option qui est un peu plus avancée, c'est celle qu'on utilise nous justement pour déployer des modèles pour nos clients. C'est en utilisant TensorFlow Serving. Donc ça permet vraiment de séparer la logique entre les API, donc le serveur, et l'API de notre modèle, donc ce qui va vraiment permettre de faire la prédiction. C'est assez facile de déployer un modèle, c'est pas finalement beaucoup plus dur parce que les équipes de TensorFlow ont vraiment fait le boulot pour proposer des outils qui marchent très bien. On peut faire plusieurs prédictions en même temps. Donc en fait, vous pouvez par exemple si vous savez que vous recevez 100 requêtes pour faire des prédictions par seconde, vous pouvez les envoyer en fait 25 par 25 et faire des prédictions en même temps. Donc, ce qui est quand même beaucoup plus efficace et vous permet de soulager un peu votre serveur. On va avoir différents types on va avoir plusieurs manières pour utiliser justement ce serving, que ce soit avec des API REST ou gRPC. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et c'est surtout un système qui permet nativement d'utiliser plusieurs versions de notre modèle. Pourquoi c'est important? Parce que, imaginons que vous déployez un modèle une première fois, vous allez le réentraîner, vous allez vouloir vérifier que votre nouveau modèle performe quand même mieux que le premier. Donc pour ça, il faut le déployer, mais vous allez devoir soit l'utiliser ce qu'on appelle en shadow mode, donc en fait envoyer toutes les requêtes envoyer toutes vos requêtes sur les deux. Il n'y en a qu'un qui renvoie les réponses au client, mais l'autre vous vérifiez si les réponses sont cohérentes. Ou alors vous pouvez faire de l'A/B testing. Et en fait, faire de l'A/B testing de modèle avec ce genre de système marche beaucoup mieux que dans la configuration d'avant. Les problèmes de ça, comme je disais, il y a plusieurs frameworks pour faire de l'IA. Ça marche que avec leur framework TensorFlow, forcément. Et il faut soit savoir utiliser Docker, soit avoir une machine Ubuntu. Vous ne pourrez pas faire tourner ça sur Windows nativement. Ça ne fonctionne pas. Ça c'est juste un exemple pour vous montrer à quel point c'est facile entre guillemets de justement déployer avec TensorFlow Serving. Donc soit vous avez vous pouvez lancer une commande Docker, vous donnez le nom de votre fichier, lui il va le prendre, il va le servir, il vous donnera une route d'API et vous pourrez taper dessus. Et en dessous du coup on voit rapidement les logs une fois que vous avez bien lancé TensorFlow Serving. Ça rentrait dans le cadre d'une autre présentation où c'était important de montrer les logs, mais ici on s'en fiche un peu. Et ça c'est du coup un autre exemple en gRPC. Nous c'est ce qu'on utilise aussi, c'est ce qu'on utilise plutôt que les API REST pour communiquer du coup avec le serving. C'est pareil, c'est juste pour montrer que c'était pas beaucoup plus compliqué finalement que l'API Flask que je vous montrais au début, mais pareil là on s'en fiche un peu. On a d'autres options que TensorFlow Serving ou des micro frameworks Python pour déployer nos modèles. Donc on va avoir par exemple GraphPipe qui a l'avantage en fait là, de pouvoir servir tout type de modèle quel que soit le framework. Donc ce que je vous disais, on va avoir TensorFlow, PyTorch ou un autre framework qui s'appelle MXNet et qui a l'avantage aussi de venir avec plusieurs SDK, que ce soit en Python, en Go, en Java, donc qui permettent en fait de l'opérer assez facilement quel que soit votre stack technique. On va avoir MLflow, ça si vous avancez un peu dans le domaine, c'est sûrement
un outil sur lequel vous tomberez qui vous permet en fait de faire un peu tout ce que je vous présentais avant, donc le réentraînement continu, la gestion des infras, le déploiement, plusieurs modèles, at scale comme vous voulez. C'est vraiment comment dire, c'est open source, c'est quelque chose d'assez lourd, donc c'est pas forcément évident de prime abord de le déployer, mais c'est quelque chose qui marche pas mal. On a d'autres outils aussi maintenant qui sont sortis, par exemple un qui s'appelle Simple TensorFlow Serving, qui est un peu comme TensorFlow Serving, mais qui apparemment supporte tous les formats de modèles, tous les frameworks que je vous présentais avant. Et ensuite, on a forcément les clouds. Et souvent en entreprise, comme donc elles utilisent déjà en fait des stacks dans le cloud, que ce soit chez Azure, Google, AWS. Ils ont chacun leur service qui permettent juste de leur donner un modèle et en fait ce soit eux qui nous donnent une route d'API sur laquelle on peut taper. L'avantage de ça, c'est que les API c'est toujours les mêmes, c'est des énormes entreprises, donc en fait les downtime sont très faibles, vous avez un SLA, vous n'avez pas à vous occuper du scale de quoi que ce soit, c'est du pay as you go. Par contre, vous allez forcément avoir des coûts qui sont plus élevés que si vous le faisiez bien vous-même, quoi. Maintenant qu'on a déployé notre modèle, on passe à la partie monitoring. Pourquoi est-ce que c'est important de monitorer? Parce qu'a priori, alors oui, c'est certes, il faut vérifier que son modèle est bien en vie et qu'il a des bonnes performances, mais il y a aussi d'autres sujets. Pour vous illustrer un peu ça, par exemple, si vous faites un moteur de recommandation, je sais pas, pour ceux qui connaissent Algolia ou même sur un site e-commerce, et qu'en fait, ou même Amazon par exemple, quand vous faites recommander des produits, si vous monitorez pas votre modèle correctement et qu'en fait vous introduisez du biais au fur et à mesure, peut-être que pendant 2 mois de suite, vous allez prédire les mêmes choses, vous allez faire les mêmes recommandations à tous vos utilisateurs, vous en rendrez pas forcément compte, vous verrez juste que votre business tombe un peu parce qu'en fait vos recommandations sont plus du tout précises et en fait personnalisées pour vos users. Et en fait, voilà, vous vous en rendrez jamais compte si vous ne monitorez pas comme il faut. La deuxième chose, c'est vous êtes obligé de pouvoir donc sauvegarder et monitorer toutes les prédictions qui sont faites. Par exemple, si vous travaillez pour le système bancaire ou les assurances, aujourd'hui, donc il y a des modèles de machine learning qui sont utilisés pour pré-traiter par exemple des dossiers pour les assurances ou les banques, accorder des crédits, faire du scoring en fait de clients. Le problème de ça, c'est que déjà, c'est des techniques un peu controversées, parce que du coup, qui a raison, qui a tort, si jamais il y a des problèmes. Mais il y a surtout du coup des gens qui vont venir maintenant vérifier en fait pourquoi est-ce que telle ou telle personne s'est fait refuser un crédit, pourquoi telle ou telle personne s'est pas fait assurer, etc. Et si quelqu'un vient vous voir avec ces requêtes-là, donc généralement c'est de la police, hein, vous devez être capable de lui expliquer, de lui montrer pourquoi l'algorithme a pris telle ou telle décision. C'est ce qu'on appelle en fait globalement l'explicabilité. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, en fait, vous allez prendre des amendes énormes, comme du coup certains s'en sont déjà pris, et qui globalement se chiffrent en millions, quoi. Et une dernière possibilité, à titre d'exemple, c'est on a un modèle qui tourne, qui fait des prédictions, c'est super. Par contre, en fait, c'est pas du tout corrélé avec les besoins du business. C'est-à-dire, on n'arrive pas du tout à faire le lien entre les KPI, donc nos indicateurs business qui nous disent ok, c'est en croissance ou alors c'est en chute, et est-ce que c'est les prédictions de mon modèle qui font que c'est en chute ou plus ou moins en croissance. Donc ça vient aussi des discussions entre la data science et les managers, le business, mais c'est des choses qui se monitorent aussi, et c'est pour ça que c'est important. Je vais passer rapidement là-dessus, mais il y a énormément de choses à monitorer. Donc, en fait, quand on parle d'ensemble de données, on va parler généralement de distribution, c'est-à-dire au sens mathématique du terme. C'est-à-dire que vos données, elles vont refléter un certain ensemble du monde réel. Demain, quand vous allez le mettre en production, donc elles représentent surtout en fait l'état du monde à un instant T. Demain, vous allez mettre un modèle en production, le monde change, donc la distribution, donc ce qui est reflété en fait par vos données va aussi évoluer au fil du temps. Ça, c'est donc une des choses les plus importantes à monitorer. Experience Production Duality, j'ai présenté un peu tout à l'heure. Concept drift, c'est qu'en fait, à même données, on va pas forcément faire les mêmes prédictions parce qu'il y a justement des changements un peu dans le concept de ce que l'algorithme comprend qui va changer. Interprétation, c'est ce que je disais avant, c'est en fait être capable d'expliquer son modèle, tout simplement. Parce qu'on dit souvent que l'IA c'est une boîte noire, ce qui est globalement vrai, sauf si on met en place des méthodes qui permettent d'interpréter les modèles. Adversarial attacks, vous avez peut-être vu par exemple des gens qui ont fait des masques faciaux pour lutter contre la reconnaissance faciale. C'est globalement ça. Il y a aussi des gens qui peuvent essayer de mentir à votre modèle. C'est assez dur à détecter, mais ça reste des choses qui se monitorent. Et ensuite, forcément, vérifier que tout tourne bien, que notre pipeline tourne bien, etc. Donc ça, c'est des outils de monitoring un peu classiques.
Donc pour le niveau 0, je reviens à mes niveaux hein, de MLOps, les seules choses qu'on va monitorer, c'est le response time. Donc en gros, je vais savoir que mon modèle met toujours 20 millisecondes, 300 millisecondes pour faire ses prédictions. Je vais vérifier que c'est toujours le cas en production comme en développement. Et je vais surtout vérifier qu'il est toujours vivant. Bon, quand j'ai fait ça, ça correspond à peu près aux outils niveau 0 que je présentais tout à l'heure. Donc au niveau 1, ça commence à être un peu plus compliqué, mais on commence aussi à avoir beaucoup plus d'informations. Donc déjà, on va vérifier que notre pipeline de continuous training marche toujours bien, parce que sinon, il y a un moment donné, on va se retrouver bloqué, on ne pourra plus réentraîner notre modèle, et ça va devenir compliqué. Il faut que, donc, à ce niveau-là, on va stocker en fait toutes les prédictions, les configurations de nos modèles, toutes les métadonnées qui arrivent pour pouvoir justement mieux comprendre et itérer par la suite. Et on va surtout avoir plein de choses qui nous permettent donc de relancer le continuous training, ce qu'on avait avant. Donc quand on a des changements dans la distribution de nos données, quand nos modèles commencent à prédire un peu n'importe quoi, on peut aussi juste le schedule, donc on va le programmer pour qu'il le fasse tous les jours, toutes les semaines, etc. Ou alors quand on détecte vraiment des edge cases, donc edge case par exemple, je sais pas, j'ai entraîné un algo qui marche très bien de jour, par contre en fait il s'avère que des fois il s'active la nuit, et qu'il va être amené à marcher de plus en plus la nuit, ça au début ça correspond à des edge cases. C'est des cas qui arrivent pas souvent, mais que notre modèle doit être capable d'interpréter si on veut qu'il marche, si on veut qu'il marche tout le temps. Entraîner un modèle d'IA, ça coûte cher, parce que vous êtes obligé de le faire sur des machines équipées de GPU, dans le cloud ou les vôtres, mais c'est quelque chose qui coûte vraiment très très cher, que vous allez faire beaucoup de fois. Et en fait, comme là maintenant, on a quelque chose qui permet d'entraîner continuellement, qui peut être un peu déclenché n'importe quand, si vous n'êtes pas capable de monitorer les coûts associés à votre pipeline de continuous training, votre facture AWS ou Google peut vraiment très vite s'envoler, donc il faut aussi être capable de monitorer ça. Et niveau 2, en fait, c'est globalement tout ce qu'on a dans le niveau 1, sauf qu'en plus, ce que je disais, maintenant on a un peu un pipeline de CI/CD, donc il faut être capable de monitorer ce pipeline. Mais finalement, là, on va utiliser un peu les mêmes outils que pour le DevOps classique. Donc là, c'est principalement donc, des solutions soit propriétaires, soit open source que je vous présentais. Donc on a en fait dans les solutions propriétaires, on va avoir Arise AI, donc qui permet vraiment de faire de l'observability, ce que je présentais tout à l'heure, comprendre vraiment le modèle, pourquoi il fait ses prédictions, etc. Superwise, donc c'est vraiment du monitoring, ça comprend l'observabilité aussi. Prometheus, Grafana, c'est des choses que vous pouvez déjà utiliser pour monitorer en fait d'autres systèmes aujourd'hui déjà dans le software classique. On va avoir la stack ELK donc pour Elasticsearch et je sais plus quoi, mais qui permet de faire un peu pareil que Prometheus et Grafana. Pareil, c'est des outils aujourd'hui du DevOps, du software. Et ensuite, on va avoir deux outils open source, Fiddler et Evidently, qui font un peu pareil que les deux premiers, sauf que là, vous devez les maintenir vous-même et ils sont un peu moins complets forcément que les outils propriétaires que vous allez payer. Il y a plein d'autres outils qui existent. L'objectif, c'est aussi que vous les découvriez suivant ce dont vous avez besoin, quoi. Donc on revient à mon sujet d'XAI de tout à l'heure. Donc je vous ai juste raconté rapidement ce que c'était, mais donc ça permet vraiment d'interpréter et d'expliquer les modèles. Donc voilà, je vous ai présenté un peu les cas problématiques dans les assurances, dans les banques, etc. C'est majoritairement des outils open source qui permettent aujourd'hui de faire ça, parce qu'en fait l'explicabilité, c'est quelque chose derrière qui a des fondations mathématiques. Donc en fait, il y a des packages Python qui englobent ces concepts mathématiques, qui les appliquent au modèle. Donc voilà, on va avoir Shape, Lime et par exemple Explainer Dashboard qui font ça très bien. Donc la feedback loop, ce que je disais, c'était en fait comment est-ce qu'on récupère les prédictions de notre modèle, que ce soit les images, des nouvelles données dans notre DB ou quoi. Comment est-ce qu'on les récupère et comment est-ce qu'on les stocke à un endroit comme nouvelles données pour pouvoir les réutiliser plus tard. Et surtout, en fait, on les stocke déjà annotés parce que notre modèle, il a fait une prédiction dessus. Donc on sait déjà, en fait, a priori, elle correspond à quelque chose. Maintenant, on doit juste vérifier que la prédiction a été bonne et la modifier un petit peu, sinon pour qu'elle soit vraiment nickel. Pour ça, on est obligé d'avoir une plateforme du coup globalement dans le cloud ou sur nos serveurs, en tout cas qui est hostée quelque part, parce qu'elle doit pouvoir communiquer via une API avec nos modèles. Donc on va souvent utiliser en fait des plateformes de ML, machine learning qui font un peu tout. Si on veut vraiment faire une feedback loop correcte, donc ce que je disais, la donnée elle doit quand même être analysée avant d'être renvoyée ensuite dans les pipelines, donc il faut pouvoir déclencher des alertes aux différentes personnes qui sont concernées pour qu'ils puissent s'occuper de la donnée au moment où elle arrive. Décider de qu'est-ce qui va faire qu'on décide de rentraîner notre modèle ou non, et ensuite lancer des entraînements et ce qu'on appelle des tunings, donc en fait des combinaisons de paramètres différentes qui sont basées sur nos déclencheurs en fait juste avant. Dans les outils qui permettent de faire ça,
j'ai mis que les solutions du coup propriétaires qui sont donc des end-to-end ML platforms, c'est-à-dire qui vont vraiment de la collecte de données jusqu'au déploiement de modèles. On va avoir Allegro AI, Supervisely et par exemple nous, Pixelia. Continuous training, donc juste après justement la feedback loop. Donc là en fait on va vraiment être sur du tracking d'experiment, donc comme ce qu'utilisait le data scientist pendant qu'il développait, et aussi de l'orchestration. Comment est-ce qu'on va dire, ok, j'ai 50 serveurs que je peux up and down pour lancer mes modèles, ou alors je peux le déployer sur moi, j'ai 50 machines en local, comment est-ce que j'orchestre ça pour que ça se fasse automatiquement. Donc d'avoir en fait ce genre d'outils, ça nous permet vraiment d'automatiser et d'orchestrer tout ça. Donc des outils qui sont assez connus, donc on va avoir Weight and Bias qui font donc principalement de l'hyperparameter tuning, qui est un super outil. On va avoir Neptune qui eux donc sont plutôt sur de l'experiment tracking, MLflow que je vous présentais tout à l'heure qui fait globalement tout, qui est open source et du coup qui est aussi un peu plus dur à déployer. Et on fait aussi ça chez Pixelia. Et donc une des autres étapes du MLOps, donc on va avoir le continuous delivery. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, quand on déploie un modèle, au moment où on va déployer la deuxième version, déjà il faut automatiser le déploiement, donc on va avoir le CD. Et ensuite, on va pouvoir faire plusieurs choses, donc soit du shadow, soit de la B-testing dont je vous parlais tout à l'heure. Pour faire ça, on a plusieurs outils. Donc, on va avoir, SageMaker, par exemple, c'est l'outil d'AWS, pareil, qui est un peu une end-to-end ML platform. Et on va avoir donc d'autres solutions plus ou moins open, qui sont Seldon notamment et Cortex AI. Sur les différentes ressources, si jamais vous récupérez les slides, il y a énormément d'articles en fait, moi qui m'ont servi aussi à construire cette présentation en plus de mon expérience personnelle et de ce qu'on fait à Pixelia. Je vous invite à lire et si ça vous intéresse, n'hésitez pas soit à venir me poser des questions, soit à m'écrire par mail. Je sais pas si j'ai une... Hop, non, j'ai pas une slide avec mes coordonnées, c'est pas grave. Voilà, si vous avez besoin de plus d'infos, si vraiment vous voulez en fait avancer, si vous faites un peu de ML, que vous voulez avancer dans le sujet, ou si juste vous êtes curieux et que potentiellement vous voulez un peu orienter votre carrière vers la data science, n'hésitez pas soit à consulter ça, soit à m'envoyer un mail, pierre-nicolas@pixelia.com, soit à venir me voir là après la présentation. Merci.